Ah. Mais en fait, ça faisait plus de breton. Ouais, bon, c'est sûr Ça, que je vais pas faire. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire la vague, quoi. Non, ok, super. Bon, on est parti. Ok. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes femmes qui n'osent peut-être pas se lancer dans l'entrepreneuriat, freinées par tous ces paramètres? Alors, le conseil que je donnerais justement à ces femmes, c'est de voir grand, de oser voir grand et de ne plus culpabiliser, de vouloir justement prendre sa vie en main. Parce que moi, effectivement, en tant que maman, je le vis au quotidien. Il y a la surcharge mentale, il y a ce moment de solitude en tant que chef d'entreprise. Il y a aussi les difficultés qu'on rencontre en tant que femme, que les hommes ne connaissent pas forcément. On sait très bien que l'accès au financement pour les femmes est beaucoup plus compliqué que pour les hommes. On sait très bien que nous aussi, les femmes, nous avons ce sentiment de solitude lorsque nous devons nous trouver face à une décision importante. Donc effectivement, la recommandation que je donnerais, ou sinon le conseil que je donnerais aux femmes, c'est de vous faire accompagner et puis aussi peut-être même auprès de votre conjoint, choisir le bon conjoint qui pourra vous soutenir dans votre projet, parce que c'est important, la cellule familiale, pour pouvoir ensuite vous épanouir sur le plan professionnel. Quand on parle d'entrepreneuriat, les fausses idées, c'est tout ce qui concerne les charges sociales, les charges fiscales, les taxes, tout ce qu'un chef d'entreprise, un dirigeant doit payer. Là, il y a un gros amalgame entre les impôts, l'URSSAF, la sécurité sociale. Les gens qui viennent nous voir sont souvent perdus à ce niveau-là. Ils ne savent pas trop, en fait. Ils ont l'impression que dès qu'ils vont commencer à exercer l'activité, ils vont devoir payer des sommes importantes, qu'on va venir saisir sur leur compte. Il y a vraiment des fausses idées à ce niveau-là. Alors que non. Il faut avoir les bonnes informations dès le départ et puis surtout avoir des référents pour chaque structure. Ça, c'est important aussi pour le porteur de projet, de savoir à qui s'adresser et auprès de qui avoir l'information la plus juste. Lorsqu'on accompagne et qu'on finance des entrepreneurs guyanais, à quels défis on fait face, contre quoi on doit se battre? Contre quoi on doit se battre? Quand on finance, on se bat contre le taux de chômage, on se bat aussi contre l'inégalité de développement de notre territoire. Donc quand on finance autant d'entreprises, on va dire, c'est que du positif pour nous parce que ce sont des personnes qui permettront le développement du territoire et vont créer une économie plus solidaire dans différents secteurs, dans des communes enclavées, dans des quartiers dits prioritaires. Donc ce sont des stigmatisations aussi où on se dit, ben voilà, on ne peut pas créer dans des quartiers dits difficiles. Aujourd'hui, on porte cette voix que non, au contraire, il y a des entreprises qui s'implantent dans ces quartiers-là. Un peu comme au national, on pense que l'entrepreneuriat, ça peut être une solution à beaucoup de choses. Je pense que ici on entreprend, les gens sont créatifs, mais on est créatif puisqu'il y a beaucoup de raisons pour créer. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de motivations différentes qui stimulent un porteur de projet. Alors nous, à la BGE ou dans les coopératives qu'on développe, on a plutôt un public particulier puisque c'est un public, fragile, enfin dit fragile, enfin le mot leur va pas, à besoin spécifique on va dire. Mais c'est pas beau non plus, on a l'impression d'être dans un truc aseptisé. Donc c'est un public qui n'est pas issu de l'entrepreneuriat, enfin ils n'ont pas eu des parents forcément qui étaient chefs d'entreprise, ni directeurs, ni etc. C'est des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse dans le salariat. Soit ils l'ont essayé mais ça ne convenait pas, soit ils n'ont pas eu la chance de trouver un job qui était fait pour eux. Et ils ont souvent un savoir-faire, ou en tout cas, souvent ils ont un savoir-faire, parce que quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas qu'une idée. Ils savent faire des choses et ils le font de manière ponctuelle, pas forcément informelle. Hein. Ils l'ont testé plus ou moins, et puis ils se disent c'est peut-être la solution. C'est vrai qu'on a des difficultés peut-être en termes d'approvisionnement qui sont peut-être différents d'ailleurs sur les projets, en termes de matériel, de matières premières par exemple, et puis éventuellement un accès au
financement qui est peut-être plus frileux. Donc il faut convaincre d'autant plus les partenaires de suivre les projets. Après, il y a des défis mais qui sont sensiblement les mêmes qu'ailleurs. L'accès à l'accompagnement est toujours plus ou moins flou parfois pour les porteurs de projets. On a énormément de structures qui existent et on ne sait pas toujours qu'elles sont là et qu'elles peuvent nous aider. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même sur d'autres territoires. Après, on a un territoire qui est très vaste, qui est très grand, donc c'est vrai que l'accès aux services n'est pas toujours le même. Donc c'est vrai que pour des personnes qui sont sur l'ouest ou sur l'est, dans les villages, les communes isolées, c'est vrai que des fois, l'accès à un accompagnement est quand même plus difficile que quelqu'un qui est sur le littoral. Ça, c'est vrai que c'est déjà un défi en soi lié à la domiciliation du porteur de projet. Mais penser aux opportunités qu'il y a, je pense qu'il faut saisir les opportunités.